15 novembre 2002, 23h47. Une Peugeot 206 bleue quitte la route départementale 108 dans un virage serré et plonge silencieusement dans les eaux noires du lac Noir. À l'intérieur, Sophie Laurent, 26 ans, infirmière aimée de tous, disparaît sans laisser de traces. Pendant 11 ans, sa famille la cherchera partout. La police interrogera son ex-petite amie jusqu'à l'épuisement. Les médias parleront de fugues, d'accidents, de meurtres. Mais personne ne regardera jamais vraiment dans ce lac profond et trouble où les eaux glacées gardent leurs secrets. Septembre 2013. Léo Dubois, un jeune vidéaste amateur passionné par l'exploration sous-marine, teste son nouveau sonar sur le lac Noir. L'écran affiche soudain une forme rectangulaire massive à 15 mètres de fond. Son cœur s'accélère. Il appelle immédiatement les gendarmes. 24 heures plus tard, une grue monumentale remonte lentement une épave couverte de vases. La plaque d'immatriculation est encore lisible. C'est la voiture de Sophie. Après plus d'une décennie d'absence, elle refait surface. Mais ce que les enquêteurs découvrent à l'intérieur va transformer ce cold case en une enquête pour meurtre. La ceinture de sécurité est bouclée derrière le dos du conducteur, comme pour faire taire l'alarme sans vraiment s'attacher. Étrange, mais pas impossible. Puis un détail glacial frappe le capitaine Marc Roche, l'enquêteur qui n'a jamais pu oublier cette affaire. Le siège conducteur est reculé au maximum jusqu'en butée. Sophie mesurait 1,60 m. Elle conduisait toujours avec le siège collé au volant, ses jambes touchaient à peine les pédales. Il était physiquement impossible qu'elle conduise dans cette position. Quelqu'un d'autre était au volant cette nuit-là, quelqu'un de bien plus grand. Avant de continuer avec notre histoire, marquez votre présence dans les commentaires en disant de quelle ville vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Montrez à l'algorithme que notre communauté est attentive aux 4 coins du monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous aider à atteindre l'objectif de 5000 abonnés. Cela nous aidera énormément. Maintenant, continuons. Saint-Martin-du-Lac est l'un de ces villages français où tout le monde se connaît depuis l'enfance. Niché entre les collines boisées de la région, ce petit bourg de 3000 âmes vit au rythme des saisons et des traditions. Les commerces ferment à 18 h. Le bistrot du centre accueille les mêmes habitués depuis 30 ans et les enfants jouent encore librement dans les rues pavées. C'est ici que Sophie Laurent a grandi, entourée de l'affection de ses parents, de sa sœur cadette Émilie et de toute une communauté qui la voyait comme l'une des leurs. Une vie simple, paisible, prévisible. En 2002, Sophie a 26 ans et travaille comme infirmière à l'hôpital départemental, situé à 20 km du village. Elle est appréciée par ses collègues pour sa gentillesse naturelle et son dévouement aux patients. Tout le monde la décrit comme lumineuse, toujours souriante, une jeune femme qui illumine les pièces qu'elle traverse. Elle vient d'obtenir une promotion importante qui nécessite un déménagement vers Lyon. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, le début d'une nouvelle vie professionnelle excitante. Sophie n'a jamais semblé aussi épanouie, aussi tournée vers l'avenir. Rien n'indique qu'elle pourrait vouloir disparaître volontairement. La route départementale 108 est une artère sinueuse et dangereuse qui serpente le long du lac Noir, reliant Saint-Martin-du-Lac aux communes voisines. Les habitants la connaissent bien et redoublent de prudence la nuit, surtout par temps de pluie. Les virages sont serrés, les rails de sécurité insuffisants par endroits, et la visibilité souvent réduite par le brouillard qui monte du lac. Plusieurs accidents mineurs y ont déjà eu lieu au fil des années, mais jamais rien de grave. Le lac Noir lui-même est un plan d'eau profond, atteignant par endroits 25 mètres. Ses eaux sombres et troubles lui ont valu son nom inquiétant. Le 14 novembre 2002 est une soirée pluvieuse typique de l'automne français. Sophie assiste à la fête d'anniversaire de sa collègue Mathilde dans un restaurant du village voisin. L'ambiance est chaleureuse, détendue. Sophie discute avec ses amis, rit aux éclats, partage des anecdotes de l'hôpital. Vers 23h30, elle consulte sa montre et annonce qu'elle doit rentrer car elle travaille tôt le lendemain matin. Elle enfile sa veste, embrasse tout le monde et monte dans sa Peugeot 206 bleue. À 23h42, elle envoie un SMS à sa sœur Émilie. « Je rentre, à tout de suite. » Ce sera son dernier signe de vie. Émilie Laurent attend sa sœur dans le salon familial, regardant distraitement la télévision. Leurs parents sont déjà couchés. Elle entend la pluie tambouriner contre les fenêtres et se dit que Sophie va arriver trempée. Minuit passe, puis minuit 30. Émilie commence à trouver le temps long.
Sophie est toujours ponctuelle, presque maniaque sur ce point. À 1h du matin, l'inquiétude se transforme en angoisse. Elle appelle le portable de sa sœur. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Chaque appel bascule directement sur la messagerie vocale. Le téléphone est éteint, ou hors réseau, ce qui est inhabituel. Sophie ne coupe jamais son téléphone, surtout pas en voiture la nuit. À 1h30, Émilie réveille ses parents. Son père, Jean-Laurent, tente d'abord de la rassurer. Peut-être que Sophie est restée plus longtemps à la fête, peut-être qu'elle a décidé de dormir chez une amie à cause de la pluie. Mais Émilie lui montre le SMS reçu à 23h42. Sophie disait rentrer immédiatement. Le trajet ne prend jamais plus de 25 minutes, même en roulant prudemment sous la pluie. Plus d'1 heure s'est écoulée depuis ce message. Jean-Laurent sent son estomac se nouer. Il connaît sa fille. Elle aurait appelé si elle avait changé de plan. Quelque chose ne va pas. À 2h du matin, Jean contacte la gendarmerie de Saint-Martin-du-Lac. Le gendarme de permanence prend note de la disparition, mais explique qu'il faut attendre 48 heures avant de lancer une recherche officielle pour un adulte. Jean explose de colère au téléphone. Sa fille n'est pas une fugueuse, elle devait rentrer il y a 2 heures. Son téléphone est injoignable, il pleut des cordes. Le gendarme, sensible à son désarroi, accepte finalement d'envoyer une patrouille vérifier la route départementale 108. 2 véhicules de gendarmerie partent dans la nuit, leurs gyrophares bleus trouant l'obscurité pluvieuse. Ils parcourent lentement chaque kilomètre de la route sinueuse. Les gendarmes inspectent minutieusement les bas-côtés avec leurs torches puissantes. Ils cherchent des traces de freinage, des débris de verre, des rails de sécurité endommagés, n'importe quel indice d'un accident. La pluie a cessé vers 1h du matin, mais l'asphalte est encore brillant et glissant. Ils s'arrêtent à chaque virage dangereux, scrutent les fossés et les pentes qui descendent vers le lac. Rien. Aucune trace de la Peugeot 206 bleue. Aucun signe d'accident. La route semble parfaitement normale, comme si personne n'y était passé cette nuit. À 4h du matin, les gendarmes retournent au poste Bredouille. Ils contactent Jean-Laurent pour lui annoncer qu'ils n'ont rien trouvé. Le lendemain matin, le 15 novembre, la nouvelle de la disparition de Sophie se répand comme une traînée de poudre dans Saint-Martin-du-Lac. Les habitants sont sous le choc. Sophie, disparue? Impossible. Pas elle. Pas dans ce village paisible où rien ne se passe jamais. À 9h, une 50aine de volontaires se rassemblent devant la mairie pour organiser des recherches. Des agriculteurs, des commerçants, des retraités, des amis d'enfance de Sophie, tous veulent aider. On forme des groupes qui vont ratisser systématiquement les bois environnants, les chemins de terre, les berges du lac. Les gendarmes coordonnent l'opération, équipés de radios et de cartes topographiques détaillées. Pendant 3 jours, les recherches se poursuivent sans interruption. Des chiens policiers sont déployés, des hélicoptères survolent la région, des plongeurs sondent les parties peu profondes du lac près des berges. La famille de Sophie est anéantie. Jean et son épouse Catherine enchaînent les interviews télévisées, suppliant quiconque aurait vu quelque chose de se manifester. Émilie distribue des milliers de tracts avec la photo de sa sœur dans toute la région. Le visage souriant de Sophie apparaît bientôt sur tous les panneaux d'affichage, dans tous les commerces, sur tous les poteaux électriques. Mais personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Sophie s'est volatilisée. Le capitaine Marc Roche prend personnellement en charge l'enquête. Âgé de 45 ans, c'est un enquêteur méthodique et obstiné qui a résolu plusieurs affaires complexes dans sa carrière. Il établit une chronologie précise des derniers mouvements de Sophie. Il interroge tous les participants à la fête d'anniversaire. Tous confirment que Sophie semblait de bonne humeur, détendue, absolument normale. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Elle est partie seule vers 23h30, a démarré sa voiture sans problème et a disparu dans la nuit pluvieuse. Le capitaine Roche sent déjà que cette affaire va le hanter longtemps. Les enquêteurs analysent le dernier SMS envoyé par Sophie à sa sœur. Les données de l'opérateur téléphonique montrent que le message a été envoyé depuis une antenne relais située sur la route départementale 108, à environ 8 km du restaurant où se tenait la fête. Cela confirme que Sophie avait bien pris la route du retour, mais juste après cet envoi, le téléphone s'est éteint ou a été détruit. Plus aucune activité n'est enregistrée. Les techniciens tentent de géolocaliser le dernier signal, mais la précision est insuffisante. Ils peuvent seulement affirmer que le téléphone se trouvait quelque part dans un rayon de 3 km
autour de l'antenne, une zone qui inclut plusieurs kilomètres de route et une partie du lac Noir. Le capitaine Roche commence à envisager différentes hypothèses. Accident de la route avec chute dans le lac? Possible, mais aucune trace de sortie de route n'a été trouvée et les plongeurs n'ont rien repéré près des berges. Enlèvement? Mais par qui et pourquoi? Sophie n'avait pas d'ennemis connus, pas de dette, pas de fréquentation douteuse. Fugue volontaire. Cela semble absurde vu sa personnalité et ses projets professionnels, mais les enquêteurs doivent explorer toutes les pistes. Ils fouillent l'appartement de Sophie, examinent ses relevés bancaires, interrogent ses collègues de travail. Tout indique une vie parfaitement normale et stable. Rien ne suggère qu'elle préparait une disparition. Puis, le 18 novembre, un nom émerge lors des interrogatoires. Julien Brault, l'ex-petit ami de Sophie. Ils ont rompu 6 mois plus tôt, en mai 2002, après 2 ans de relation. Plusieurs témoins mentionnent que la séparation a été difficile pour Julien. Il aurait mal accepté la rupture, multipliant les appels et les messages pour tenter de reconquérir Sophie. Elle aurait dû le bloquer à plusieurs reprises. Une collègue de l'hôpital raconte même que Julien s'était présenté à son lieu de travail 2 semaines avant la disparition, exigeant de lui parler. Sophie avait refusé et la sécurité avait dû l'escorter à l'extérieur. Le capitaine Roche sent son instinct d'enquêteur s'éveiller. Voilà peut-être le début d'une piste sérieuse. Le 19 novembre au matin, Julien Brault est convoqué à la gendarmerie pour un interrogatoire. C'est un homme de 30 ans, mécanicien automobile, physique imposant, 1,85 m, carrure athlétique. Il arrive nerveux, les traits tirés, visiblement peu habitué à se retrouver dans un commissariat. Le capitaine Roche l'observe attentivement. Julien explique qu'il a appris la disparition de Sophie par les actualités et qu'il est bouleversé. Il admet avoir eu du mal à accepter la rupture, mais jure n'avoir rien à voir avec sa disparition. Roche lui demande où il se trouvait dans la nuit du 14 au 15 novembre. Julien hésite, bafouille, puis finit par répondre qu'il était chez lui, seul. Seul, aucun alibi vérifiable. Le capitaine Roche note ce détail crucial dans son carnet. Il continue à presser Julien de questions. « Avez-vous tenté de contacter Sophie récemment ?»« Oui, avoue Julien. Il lui a envoyé plusieurs messages la semaine précédente, mais elle n'a jamais répondu. Étiez-vous au courant qu'elle allait déménager à Lyon ?»« Oui, et cela le rendait fou car il espérait encore la reconquérir. »« Possédez-vous une voiture ?»« Oui, une vieille Renault Clio. L'avez-vous utilisée cette nuit-là ?»« Non, elle était garée devant chez lui toute la nuit. Des voisins peuvent-ils confirmer ?»« Peut-être, il ne sait pas. Il ne fait pas attention à ce genre de choses. » Les réponses de Julien sont confuses, contradictoires par moments. Le capitaine Roche demande l'autorisation de fouiller le domicile et le véhicule de Julien. Celui-ci accepte immédiatement, affirmant n'avoir rien à cacher. Une équipe technique se rend chez lui dans l'après-midi. L'appartement est modeste mais propre. Ils saisissent son ordinateur, son téléphone portable, examinent sa Renault Clio. Dans la voiture, ils trouvent de la boue séchée sur les tapis de sol et les pédales. Julien explique qu'il travaille dans un garage et que c'est normal d'avoir de la boue. Les techniciens prélèvent quand même des échantillons pour analyse. Ils découvrent également dans sa chambre un tiroir rempli de photos de Sophie. Certaines ont été découpées, d'autres griffonnées avec rage. Un comportement obsessionnel évident. Les analyses de la boue révèlent qu'elle provient effectivement de la zone du garage où travaille Julien. Rien qui relie directement sa voiture au lac Noir ou à la route départementale 108. Les relevés téléphoniques de Julien ne montrent aucun appel ni SMS envoyé la nuit de la disparition. Son ordinateur contient des centaines de photos de Sophie et des recherches Internet sur comment reconquérir un ex, mais rien d'incriminant juridiquement. Le capitaine Roche est frustré. Tout dans le comportement de Julien crie le suspect idéal, l'ex-possessif qui ne supporte pas le rejet, mais il n'y a aucune preuve matérielle, aucun lien direct avec la disparition. Julien Brault est placé en garde à vue pendant 48 heures. Les interrogatoires se succèdent, de plus en plus tendus. Roche espère le faire craquer, obtenir des aveux. Mais Julien maintient sa version. Il était chez lui, seul, il n'a rien fait à Sophie, il l'aimait encore. Oui, il était obsédé par elle, oui, il voulait la reconquérir, mais il ne lui aurait jamais fait de mal. Les enquêteurs vérifient minutieusement son emploi du temps. Ils interrogent ses collègues du garage, ses voisins, sa famille. Personne ne peut confirmer ni infirmer son alibi. Personne ne l'a vu sortir cette nuit-là,
mais personne ne peut non plus garantir qu'il était chez lui. Le 21 novembre, faute de preuves suffisantes, Julien Brault est relâché. Le procureur estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour le mettre en examen. Le capitaine Roche est furieux, mais impuissant. Julien quitte le commissariat sous les regards hostiles des gendarmes. À l'extérieur, des journalistes l'attendent. Les caméras le filment, les flashs crépitent. Même sans accusation formelle, il est déjà condamné par l'opinion publique. Sur les forums Internet qui commencent à se développer en 2002, son nom circule. Les théories du complot fleurissent. Julien Brault devient l'ennemi public numéro 1 de Saint-Martin-du-Lac. Certains habitants parlent de justice populaire. Julien doit déménager quelques semaines plus tard tant la pression sociale devient insoutenable. Il perd son emploi au garage, son propriétaire résilie son bail. Il part s'installer à plus de 100 km, dans une autre région, sous un numéro de téléphone différent. Mais même là-bas, son passé le rattrape. Internet n'oublie jamais. Son nom reste associé à la disparition de Sophie Laurent. Pendant 10 ans, il vivra comme un paria, un homme brisé par des soupçons jamais prouvés. Et pendant ce temps, le véritable secret de la disparition de Sophie repose tranquillement au fond du lac Noir, attendant patiemment qu'on vienne le découvrir. Les mois passent et l'enquête piétine. Les recherches actives sont progressivement réduites, puis abandonnées. Les plongeurs ont exploré toutes les zones accessibles du lac sans rien trouver. Les chiens ont ratissé des centaines d'hectares de forêt. Les hélicoptères ont survolé la région pendant des semaines. Rien. Sophie Laurent s'est évaporée dans la nature comme si elle n'avait jamais existé. Le capitaine Roche continue à travailler sur le dossier pendant des mois, refusant d'abandonner. Mais les autres affaires s'accumulent et réclament son attention. Petit à petit, malgré lui, il doit consacrer moins de temps au cas Sophie. En 2003, une nouvelle piste émerge brièvement. Un témoin affirme avoir vu une jeune femme ressemblant à Sophie dans une gare routière de Marseille. La famille Laurent s'accroche désespérément à cet espoir. Émilie se rend sur place avec des photos, interroge les employés, distribue des tracts. Mais le témoignage se révèle non fiable. La femme aperçue n'était pas Sophie. C'était une erreur d'identification, une ressemblance fortuite. Émilie rentre effondrée à Saint-Martin-du-Lac. C'est la première fois qu'elle réalise vraiment que sa sœur ne reviendra peut-être jamais. Que cette attente pourrait durer toute sa vie. L'année 2004 marque un tournant douloureux pour la famille Laurent. Après plus d'1 an de recherche infructueuse, ils commencent à envisager l'impensable. Sophie est peut-être morte. Cette simple pensée est déchirante, mais ils ne peuvent plus se mentir. Si elle était vivante, elle aurait trouvé un moyen de les contacter. Sophie aimait trop sa famille pour les laisser souffrir ainsi. Catherine Laurent sombre dans une dépression profonde. Elle passe ses journées dans la chambre de Sophie, serrant ses vêtements contre elle, respirant son parfum qui s'estompe peu à peu. Jean essaie de rester fort, mais son regard s'est éteint. Émilie, elle, refuse d'abandonner. Elle continue ses recherches personnelles. Le capitaine Marc Roche n'a pas lâché l'affaire malgré la pression de sa hiérarchie. Il a constitué un dossier colossal, des centaines de pages d'interrogatoires, d'analyses, de rapports techniques. Chaque soir après son service, il reste des heures dans son bureau à relire les témoignages, à chercher le détail qui lui aurait échappé. Sa femme commence à s'inquiéter de son obsession. Il rêve de Sophie la nuit, imagine différents scénarios, se réveille en sueur. Cette jeune femme disparue est devenue sa hantise personnelle. Il a juré à la famille Laurent qu'il découvrirait la vérité. C'est une promesse qu'il ne peut pas rompre, même si tout semble perdu. En 2005, une nouvelle théorie émerge parmi les enquêteurs. Et si Sophie avait effectivement eu un accident sur la route départementale 108, mais à un endroit très spécifique? Il existe plusieurs sections où la route longe directement le lac, avec des pentes abruptes et très peu de végétation pour freiner une chute. Si une voiture avait quitté la route à grande vitesse dans l'obscurité et la pluie, elle aurait pu plonger directement dans les eaux profondes sans laisser de traces visibles. Les pneus n'auraient pas marqué l'asphalte mouillé. Les rails de sécurité inexistants à certains endroits n'auraient pas été endommagés. La voiture aurait simplement disparu sous la surface. Cette hypothèse semble logique mais pose un problème majeur. Le lac Noir est immense et atteint des profondeurs considérables. Les plongeurs de la gendarmerie ne disposent pas de l'équipement nécessaire pour explorer au-delà de 20 mètres. Les eaux sont troubles, la visibilité quasi nulle, les courants sous-marins dangereux.
Une recherche systématique nécessiterait des moyens financiers et techniques que la gendarmerie locale ne possède pas. Le préfet refuse d'allouer un budget supplémentaire pour ce qu'il considère comme une recherche sans garantie de résultat. Le dossier reste donc dans l'impasse. L'hypothèse du lac est évoquée mais jamais vraiment explorée. Les années s'écoulent lentement pour la famille Laurent. 2006, 2007, 2008. La douleur ne s'atténue pas, elle se transforme. L'espoir fou des premiers mois laisse place à une tristesse résignée. Catherine suit une thérapie pour apprendre à vivre avec cette absence. Jean a repris le travail à temps partiel, mais n'est plus l'homme dynamique qu'il était. Émilie s'est mariée en 2007, mais Sophie était cruellement absente de la cérémonie. Une chaise vide avait été placée au premier rang, avec une photo de la disparue. Tous les invités avaient pleuré. Comment faire son deuil sans corps? Comment tourner la page quand on ne sait pas ce qui s'est passé? En 2009, le capitaine Roche fête ses 50 ans. Il réalise avec amertume qu'il n'a pas résolu l'affaire Sophie Laurent. 7 ans se sont écoulés depuis cette nuit pluvieuse de novembre 2002. 7 ans pendant lesquels il a tout essayé. Il a réinterrogé Julien Brault à plusieurs reprises, espérant déceler une faille dans son histoire. Il a exploré toutes les pistes imaginables, vérifié tous les témoignages, analysé toutes les preuves. Mais il se heurte toujours au même mur. Encore sans scène de crime, sans témoin direct, l'enquête ne peut pas progresser. Il commence à envisager sa retraite avec un goût amer d'échec. L'année 2010 marque officiellement la fin de l'enquête active. Le dossier Sophie Laurent est classé en cold case. Cela signifie qu'il reste ouvert techniquement, mais qu'aucun enquêteur ne travaille activement dessus. Si de nouvelles preuves apparaissent, le dossier pourra être rouvert. Mais en l'état actuel, la justice considère avoir épuisé toutes les possibilités. Le capitaine Roche est dévasté par cette décision. Il tente de protester auprès de sa hiérarchie, mais on lui rappelle que des dizaines d'autres affaires attendent. Il doit accepter l'inacceptable. Sophie Laurent restera une énigme non résolue, un fantôme dans les archives de la gendarmerie. Jean Laurent reçoit la notification officielle du classement par courrier. Il lit la lettre plusieurs fois, les mains tremblantes. Les termes administratifs froids et impersonnels décrivent l'abandon des recherches actives concernant sa fille. Il froisse la lettre et éclate en sanglots. Catherine le rejoint et ils pleurent ensemble, enlacés dans leur cuisine, face à cette injustice bureaucratique. Émilie refuse de lire la lettre. Elle crie que ce n'est pas fini, qu'elle continuera à chercher seule s'il le faut. Mais au fond de son cœur, elle sait que c'est terminé. Les autorités ont renoncé. Sophie ne sera jamais retrouvée. Les habitants de Saint-Martin-du-Lac ont progressivement oublié l'affaire. La vie a repris son cours normal. De nouveaux scandales, de nouvelles actualités ont remplacé la disparition de Sophie dans les conversations du bistrot. Les affiches avec son visage ont été retirées des murs, effacées par le temps et les intempéries. Seuls quelques anciens se souviennent encore parfois de cette jeune infirmière qui a disparu une nuit de novembre. Elle est devenue une légende locale, une histoire qu'on raconte aux nouveaux arrivants. La fille qui s'est volatilisée sur la route du lac. Certains prétendent que son fantôme hante encore la départementale 108 les nuits de pluie. Julien Brault, lui, vit toujours avec le poids des soupçons. Même après 8 ans, même sans aucune preuve contre lui, beaucoup de gens sont convaincus qu'il a tué Sophie. Sur les forums internet consacrés aux affaires criminelles non résolues, son nom apparaît régulièrement. Des internautes amateurs jouent aux détectives, disséquant chaque élément du dossier, construisant des théories élaborées sur sa culpabilité. Certains ont même créé des sites web entiers dédiés à prouver qu'il est coupable. Julien a appris à vivre avec cette condamnation sociale permanente. Il ne se défend plus. À quoi bon? Personne ne le croira jamais innocent. En 2011, le capitaine Marc Roche prend officiellement sa retraite après 30 ans de service dans la gendarmerie. Lors de sa cérémonie de départ, ses collègues évoquent ses nombreux succès, les affaires complexes qu'il a résolues, les criminels qu'il a mis derrière les barreaux. Mais Roche ne pense qu'à Sophie Laurent. C'est son seul véritable échec, celui qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Avant de quitter définitivement le bureau qu'il a occupé pendant 20 ans, il fait quelque chose d'inhabituel. Il photocopie l'intégralité du dossier Sophie Laurent. Des centaines de pages qu'il glisse dans un carton qu'il emporte chez lui. Sa femme découvre le carton quelques jours plus tard dans son bureau personnel à domicile. Elle le supplie d'abandonner, de profiter enfin de sa retraite, de penser à sa santé. Mais Roche secoue la tête. Il ne peut pas. Cette affaire est inachevée et cela le ronge.
Il passera sa retraite à relire ses documents encore et encore, cherchant inlassablement l'élément qu'il a manqué. Ses amis commencent à s'inquiéter de son obsession. On lui conseille de consulter un psychologue. Mais comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été enquêteur ce que représente une affaire non résolue? C'est comme une blessure qui ne cicatrise jamais. L'année 2012 s'écoule sans événement notable concernant l'affaire. Cela fait 10 ans que Sophie a disparu, une décennie d'absence. Émilie Laurent organise une cérémonie commémorative au bord du lac Noir le 14 novembre 2012. Une trentaine de personnes sont présentes, des membres de la famille, quelques anciens collègues de Sophie, des amis d'enfance. Ils déposent des fleurs au bord de l'eau, allument des bougies qui tremblotent dans le vent d'automne. Catherine Laurent s'avance vers le lac, tient longuement la photo de sa fille contre son cœur, puis la dépose délicatement sur l'eau. L'image de Sophie flotte un instant avant de s'enfoncer lentement. Le capitaine Roche assiste à la cérémonie, debout légèrement à l'écart. Il observe les proches de Sophie pleurer, prier, se souvenir. Il se sent terriblement coupable. Il leur avait promis la vérité et il a échoué. Jean Laurent l'aperçoit et vient le serrer dans ses bras. Il lui dit que ce n'est pas sa faute, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais ces mots gentils ne soulagent pas Roche. Il regarde les eaux sombres du lac Noir et une pensée le traverse. Et si elle était là? Et si Sophie reposait quelque part sous cette surface calme, à quelques dizaines de mètres seulement, attendant d'être découverte? Cette pensée ne le quittera plus. Dans les mois qui suivent, Roche se renseigne sur les technologies de détection sous-marine. Il découvre l'existence de sonars de nouvelle génération, capables de cartographier avec précision les fonds lacustres. Ces équipements sont coûteux et généralement utilisés par des professionnels, mais ils existent. Il commence à contacter des entreprises spécialisées pour obtenir des devis. Les prix sont astronomiques, bien au-delà de ses moyens. Il envisage de lancer une collecte de fonds mais hésite. Comment expliquer qu'il veut explorer un lac entier sur la base d'une simple intuition? Les gens penseraient qu'il a perdu la raison. Pendant ce temps, Émilie Laurent essaie de reconstruire sa vie. Elle a eu un fils en 2011, un petit garçon qu'elle a prénommé en hommage à son grand-père Jean. Tenir ce bébé dans ses bras lui a redonné goût à l'avenir. La vie continue, même dans la douleur. Elle pense à Sophie chaque jour mais apprend à vivre avec ce poids. Elle s'est promis de raconter à son fils, quand il sera plus grand, qui était sa tante Sophie. Cette femme merveilleuse qu'il n'aura jamais la chance de connaître. Elle lui montrera des photos, lui racontera des anecdotes, fera en sorte que sa mémoire perdure. C'est sa façon de garder sa sœur vivante. Catherine et Jean Laurent vieillissent rapidement. Le chagrin a creusé des rides profondes sur leur visage. Ils parlent peu maintenant, passent leur journée dans un silence pesant. Leur maison est devenue un mausolée dédié à Sophie. Sa chambre n'a jamais été touchée, ses affaires sont exactement où elle les a laissées en novembre 2002. Ses vêtements dans l'armoire, ses livres sur l'étagère, sa brosse à cheveux sur la commode avec quelques cheveux blonds encore accrochés. Catherine monte parfois s'asseoir sur le lit de sa fille, ferme les yeux et imagine qu'elle va rentrer, que tout cela n'était qu'un cauchemar interminable. Septembre 2013. Léo Dubois a 24 ans et une passion dévorante pour l'exploration urbaine et sous-marine. Depuis son adolescence, il filme ses aventures et les partage sur Internet. Il explore des bâtiments abandonnés, des tunnels oubliés, des caves mystérieuses. Ces derniers mois, il s'est intéressé à une nouvelle tendance venue des États-Unis, la pêche à l'aimant. Le principe est simple. On plonge un aimant néodyme ultra puissant, attaché à une corde dans les rivières ou les lacs, et on remonte toutes sortes d'objets métalliques. Vélos rouillés, coffres-forts, armes anciennes. Chaque plongée est une loterie. Léo trouve ça fascinant. Il vient d'investir dans un équipement plus sophistiqué, un petit sonar portable qu'il a acheté d'occasion sur Internet. Cet appareil permet de scanner les fonds sous-marins et de détecter les objets métalliques, même à grande profondeur. Léo veut l'essayer pour repérer des cibles intéressantes avant de déployer son aimant. Il a choisi le lac Noir pour ses premières explorations. C'est un plan d'eau isolé, peu fréquenté, parfait pour tester son nouveau jouet sans être dérangé. Il ne connaît rien de l'histoire de Sophie Laurent. Il n'est pas de la région, il vient d'une ville située à 50 km. Pour lui, c'est juste un lac parmi d'autres. Le samedi 14 septembre 2013, Léo arrive au lac Noir en début de matinée. Le temps est magnifique, un ciel bleu sans nuages,
une température douce typique de l'été indien. Il gare sa camionnette sur un chemin de terre près de la rive. Il installe sa caméra sur un trépied pour filmer sa session comme il le fait toujours. Puis il sort son sonar portable, vérifie les batteries, lance le logiciel sur sa tablette tactile. L'écran affiche une interface simple avec une représentation graphique des fonds. Léo met le sonar à l'eau et commence à longer la berge lentement. L'appareil émet des ondes ultrasoniques qui rebondissent sur les objets immergés. Pendant les 2 premières heures, Léo ne détecte que des formations rocheuses naturelles et quelques gros morceaux de bois mort. Rien d'intéressant. Il commence à se demander si ce lac vaut vraiment le déplacement. Puis, vers 11 heures, alors qu'il explore une section où la rive est particulièrement abrupte, l'écran de sa tablette affiche soudain une forme inhabituelle. Une masse rectangulaire régulière d'environ 4 mètres de long, reposant à 15 mètres de profondeur. Léo fronce les sourcils. Ce n'est pas une formation naturelle. C'est trop géométrique, trop symétrique. Son cœur commence à battre plus vite. Il a trouvé quelque chose. Il marque soigneusement l'emplacement avec son GPS, puis effectue plusieurs passages supplémentaires au-dessus de la zone pour confirmer la présence de l'objet. Chaque scan montre la même chose. Une structure métallique rectangulaire, orientée perpendiculairement à la rive, comme si elle avait plongé droit dans l'eau. Léo sent l'excitation monter. Ça pourrait être n'importe quoi. Un container tombé d'un camion, une vieille barque coulée, un coffre-fort jeté par des cambrioleurs, ou quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il filme l'écran de sa tablette, commente ce qu'il voit pour ses futurs spectateurs. Il adore ces moments de découverte. Mais Léo n'est pas équipé pour remonter un objet de cette taille depuis 15 mètres de profondeur. Son aimant est puissant, mais ses cordes ne sont pas assez longues et solides pour soulever potentiellement plusieurs centaines de kilos. Il réfléchit. S'il s'agit vraiment de quelque chose d'important, il doit contacter les autorités. Et si c'était une voiture? Cette pensée lui traverse l'esprit et ne le quitte plus. La forme correspond. La taille correspond. L'emplacement près d'une route qui longe le lac. Tout correspond. Il se souvient vaguement d'avoir entendu parler d'une disparition dans la région il y a des années. Une fille qui n'est jamais rentrée chez elle. Léo sort son smartphone et tape sur Google « Disparition lac noir voiture ». Les résultats apparaissent instantanément. Des dizaines d'articles de presse datant de 2002 et 2003. Sophie Laurent, 26 ans, disparue le 14 novembre 2002 sur la route longeant le lac Noir. Sa voiture n'a jamais été retrouvée. Léo sent un frisson lui parcourir l'échine. Il regarde l'écran de sa tablette qui affiche toujours la forme rectangulaire au fond de l'eau. Et si c'était elle? Et si après 11 ans, il venait de localiser la Peugeot 206 de Sophie Laurent? Il doit appeler la gendarmerie immédiatement. C'est trop important pour garder ça pour lui. À 13 heures, Léo compose le numéro de la gendarmerie de Saint-Martin-du-Lac. Une standardiste répond. Il explique qu'il pratique l'exploration sous-marine avec sonar et qu'il vient de détecter ce qui ressemble à une voiture au fond du lac Noir. La standardiste note ses coordonnées et lui demande de patienter. 5 minutes plus tard, elle le rappelle. Un officier va se rendre sur place immédiatement. Léo attend, assis sur le capot de sa camionnette, regardant les eaux calmes du lac. Quelque part là-dessous, à 15 mètres, repose peut-être la clé d'un mystère vieux de 11 ans. Il a l'impression de vivre un moment historique. 30 minutes plus tard, 2 véhicules de gendarmerie arrivent sur le chemin de terre. 3 officiers en descendent, dont un lieutenant nommé Petit. Léo leur explique sa découverte, leur montre les images sonars sur sa tablette. Le lieutenant Petit examine attentivement l'écran. Il connaît l'affaire Sophie Laurent, tous les gendarmes de la région la connaissent. C'est l'une des grandes affaires non résolues du département. Si ce jeune homme a vraiment localisé la voiture, c'est une percée majeure. Mais il faut vérifier avant de créer de faux espoirs. Il demande à Léo de lui transmettre les coordonnées GPS exactes. Léo s'exécute immédiatement. Le lieutenant Petit appelle sa hiérarchie depuis sa voiture. Il explique la situation au commandant de brigade. Celui-ci décide de contacter immédiatement une unité de plongeurs professionnels basée dans le département voisin. Ces plongeurs sont équipés pour intervenir à des profondeurs importantes et dans des conditions de visibilité nulles. Ils peuvent confirmer ou infirmer la présence d'un véhicule. L'opération est lancée en urgence. Le commandant contacte également le capitaine Roche à titre personnel. Ce dernier est officiellement retraité,
Mais tout le monde sait qu'il n'a jamais lâché cette affaire. Il mérite d'être présent, si sa longue quête touche enfin à sa fin. Marc Roche reçoit l'appel alors qu'il déjeune tranquillement chez lui. Quand le commandant lui annonce qu'un explorateur amateur a peut-être localisé la voiture de Sophie Laurent, il manque de s'étouffer avec sa bouchée. Il demande à répéter, n'osant pas y croire. Quand le commandant confirme l'information et lui donne rendez-vous au lac Noir dans 2 heures, Roche raccroche et reste immobile pendant une longue minute. Sa femme lui demande ce qui se passe. Il la regarde, les yeux brillants, et murmure « Ils l'ont peut-être trouvé ». Il attrape sa veste et sort précipitamment. Après 11 ans d'attente, d'obsession, de frustration, la vérité est peut-être enfin à portée de main. L'équipe de plongeurs arrive sur site vers 16 heures. 2 camions techniques se garent au bord du lac. 6 plongeurs professionnels débarquent avec leur équipement. Combinaisons étanches, bouteilles d'oxygène, lampes halogènes, puissantes, caméras sous-marines. Léo Dubois les observe avec fascination. Il filme toute la scène pour sa chaîne internet, réalisant qu'il est en train de documenter potentiellement un moment historique. Le lieutenant Petit lui demande poliment de se tenir à distance pour ne pas gêner les opérations. Léo recule mais continue à filmer. Il ne manquerait ça pour rien au monde. Le capitaine Roche arrive quelques minutes plus tard, essoufflé d'avoir conduit trop vite. Il salue rapidement ses anciens collègues, puis se précipite vers le chef de l'équipe de plongeurs. Il lui explique l'importance cruciale de cette opération. S'il s'agit bien de la voiture de Sophie Laurent, il faut être extrêmement prudent. C'est une scène de crime potentiel qui a été préservée sous l'eau pendant 11 ans. Chaque détail peut être crucial. Le chef plongeur hoche la tête gravement. Il comprend. Ces hommes vont procéder méthodiquement. Ils vont d'abord confirmer visuellement qu'il s'agit d'un véhicule, identifier le modèle et la plaque si possible, puis sécuriser la zone. À 17 heures, les 2 premiers plongeurs entrent dans l'eau. Léo leur a fourni les coordonnées GPS exactes. Ils se laissent couler lentement, leurs lampes perçant l'obscurité croissante à mesure qu'ils descendent. À la surface, toute l'équipe attend en silence, écoutant les communications radio entre les plongeurs et leur chef restés sur la berge. Roche marche de long en large, incapable de rester immobile. Son cœur bat la chamade. Il a attendu ce moment pendant 11 ans. Après 10 minutes qui semblent durer une éternité, la voix d'un plongeur grésille dans le haut-parleur. Contact visuel, c'est bien un véhicule. Une voiture, confirme. Un murmure parcourt le groupe sur la berge. Le chef plongeur demande plus de détails. Le plongeur répond qu'il s'agit d'une petite voiture, probablement une citadine, reposant sur le flanc droit, enfoncée partiellement dans la vase. Il essaie de voir la plaque d'immatriculation, mais la visibilité est très mauvaise malgré les lampes. Il s'approche doucement, balaye le véhicule avec sa torche, puis sa voix reprend, plus excitée. « J'ai la plaque. Je répète les chiffres. 245 BXR 69. » Le chef plongeur note rapidement puis se tourne vers le lieutenant Petit, qui vérifie immédiatement dans son dossier. Son visage devient pâle. Il lève les yeux vers Roche et hoche lentement la tête. C'est elle. Le capitaine Marc Roche doit s'asseoir. Ses jambes ne le portent plus. Après 11 ans, après des milliers d'heures passées sur ce dossier, après avoir abandonné tout espoir, la voiture de Sophie Laurent vient d'être localisée. Elle était là, à 15 mètres sous la surface, à moins de 200 mètres d'une route que les gendarmes ont patrouillée des centaines de fois en 2002. Si proche et pourtant invisible, engloutie dans les eaux sombres du lac Noir. Roche se prend la tête entre les mains. Il pense à la famille Laurent. Il doit les prévenir immédiatement. Mais que leur dire exactement? Que la voiture est retrouvée, oui, mais qu'en est-il de Sophie? Le chef plongeur demande à son équipe sous l'eau si l'habitacle est accessible. La réponse tombe après quelques minutes d'inspection. Les vitres sont intactes, les portes fermées. Le véhicule semble avoir coulé d'un seul bloc et s'est retrouvé piégé dans la vase du fond. Pour examiner l'intérieur, il faudra soit briser une vitre, soit remonter entièrement le véhicule à la surface. Le commandant de brigade prend la décision. On remonte la voiture. C'est la seule façon de procéder correctement, de préserver toutes les preuves potentielles. Il contacte une entreprise spécialisée dans le levage d'épaves. Ils promettent d'être sur place dès le lendemain matin avec une grue flottante. La nuit tombe sur le lac Noir. Un périmètre de sécurité est établi autour de la zone. 2 gendarmes montent la garde pour empêcher toute intrusion. Léo Dubois est prié de rentrer chez lui, mais on prend ses coordonnées pour une déposition officielle ultérieure. Il s'éloigne à regret,
Conscient d'avoir déclenché quelque chose d'énorme, il publiera son histoire sur Internet le soir même et sa vidéo deviendra virale en quelques heures. Des centaines de milliers de personnes découvriront comment un simple amateur équipé d'un sonar a résolu une affaire qui tenait en échec la police depuis plus d'une décennie. Léo devient une célébrité instantanée. Marc Roche décide de passer la nuit dans sa voiture, garée près du lac. Il ne peut pas partir. Il doit être là quand la voiture sera remontée. Il appelle sa femme pour la prévenir qu'il ne rentrera pas. Elle comprend. Elle connaît son obsession pour cette affaire. Elle lui dit simplement de faire attention à lui. Roche raccroche et reste assis dans le noir, regardant les eaux noires illuminées par les projecteurs installés par les gendarmes. Quelque part là-dessous repose peut-être le corps de Sophie. Cette pensée lui glace le sang. Il va enfin savoir ce qui s'est passé cette nuit de novembre 2002. Mais une partie de lui redoute cette vérité. Le lieutenant Petit a une mission délicate. Il doit informer la famille Laurent de la découverte. Il se rend chez eux vers 20 h. Jean ouvre la porte, surpris de voir un gendarme à cette heure tardive. Son visage se fige immédiatement. Petit voit la peur envahir ses yeux. Jean sait que les gendarmes ne viennent jamais le soir sans raison grave. Il fait entrer Petit dans le salon où Catherine se repose devant la télévision. Elle se lève brusquement en voyant l'uniforme. Petit leur demande de s'asseoir. Ce qu'il a à leur dire va bouleverser leur existence une fois de plus. Il prend une profonde inspiration et commence à parler. Quand Petit prononce les mots « Nous avons retrouvé la voiture de Sophie », Catherine pousse un cri déchirant. Jean la prend dans ses bras, tremblant de tout son corps. Ils pleurent ensemble, submergés par un mélange d'émotions contradictoires. Du soulagement d'avoir enfin une réponse, de la terreur face à ce que cette découverte implique. Petit attend patiemment qu'il se calme avant de continuer. Il explique que le véhicule sera remonté demain matin. Il ne peut pas confirmer si un corps se trouve à l'intérieur tant que la voiture n'a pas été examinée. Cette phrase suspend Jean et Catherine dans un état d'attente insoutenable. Encore quelques heures avant de savoir. Émilie Laurent reçoit l'appel de son père à 20 h 30. Elle est en train de coucher son fils quand le téléphone sonne. Quand Jean lui annonce la nouvelle d'une voix brisée, elle s'effondre sur le sol de la chambre de son enfant. Son mari la trouve quelques minutes plus tard, recroquevillée contre le mur, sanglotant silencieusement. 11 ans. 11 ans qu'elle attend ce moment. 11 ans qu'elle espère et redoute simultanément cette découverte. Elle dit à son mari qu'elle doit aller au lac immédiatement. Il essaie de la raisonner, lui explique qu'on ne la laissera pas approcher, qu'il vaut mieux attendre demain. Mais Émilie ne l'écoute pas. Elle enfile une veste et sort dans la nuit. À 22 h, Émilie arrive au lac Noir. Les gendarmes de faction la reconnaissent et la laissent passer le périmètre de sécurité. Elle s'avance jusqu'au bord de l'eau, fixe la surface sombre éclairée par les projecteurs. Sa sœur est là, sous ses eaux. Après toutes ces années d'errance, après avoir cherché partout, Sophie était là depuis le début, à quelques kilomètres seulement de chez eux. Émilie tombe à genoux dans l'herbe humide. Le capitaine Roche, qui sommeille dans sa voiture, l'aperçoit et sort la rejoindre. Il s'assoit à côté d'elle sans rien dire. Ils restent ainsi pendant 1 heure, deux présences silencieuses veillant sur le lac. La nouvelle de la découverte se répand comme une traînée de poudre dans Saint-Martin-du-Lac. Les médias locaux sont alertés. Dès 23 h, les premières camionnettes de télévision arrivent sur place. Les journalistes tentent d'interviewer les gendarmes, mais reçoivent l'ordre de ne rien déclarer avant l'opération de levage. Une conférence de presse sera organisée une fois que le véhicule aura été examiné. Les reporters s'installent malgré tout pour la nuit, plantant leurs caméras pour filmer l'opération du lendemain. L'affaire Sophie Laurent revient sur le devant de la scène après 11 ans de silence. Le pays entier va suivre ce dénouement. À des centaines de kilomètres de là, dans son appartement anonyme, Julien Brault regarde les informations à la télévision. Quand le présentateur annonce qu'une voiture correspondant à celle de Sophie Laurent a été retrouvée au fond d'un lac, Julien sent ses mains devenir moites. Pendant 11 ans, il a vécu avec l'accusation implicite d'être un meurtrier. Pendant 11 ans, il a été le suspect idéal, l'ex-petit ami possessif que tout le monde croyait coupable. Si cette voiture prouve qu'il s'agissait d'un accident, son nom sera enfin lavé. Mais une partie de lui redoute aussi ce qui pourrait être découvert. Et si on trouvait quelque chose qui l'incrimine davantage? La nuit est longue pour tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Marc Roche ne dort pratiquement pas, sommeillant par intermittence dans sa voiture inconfortable.
Émilie refuse de partir et passe la nuit assise au bord du lac, une couverture sur les épaules apportée par un gendarme compatissant. Jean et Catherine Laurent restent éveillés dans leur salon, se tenant la main, incapables de trouver le repos. Dans toute la France, des milliers de personnes qui ont suivi l'affaire en 2002 découvrent la nouvelle sur les réseaux sociaux et attendent impatiemment le dénouement. L'affaire Sophie Laurent passionne à nouveau le pays. Le dimanche 15 septembre 2013, à 6 heures du matin, l'entreprise de levage arrive avec son équipement. Une énorme grue flottante est mise à l'eau. L'opération est complexe et dangereuse. Il faut descendre des sangles jusqu'à 15 mètres de profondeur, les passer sous le véhicule enlisé dans la vase, puis remonter très lentement pour éviter que tout se disloque. 6 plongeurs travaillent par rotation pour installer le dispositif. Les journalistes filment chaque instant. Leurs commentaires en direct sont retransmis sur toutes les chaînes d'information continue. La France entière retient son souffle. À 9 heures, les sangles sont en place. Le chef de l'opération donne le signal. La grue commence à treuiller lentement. Les câbles se tendent progressivement. Pendant 10 minutes interminables, rien ne semble bouger. Puis, soudain, un frémissement à la surface de l'eau. Des bulles remontent. La vase du fond est remuée par le mouvement de la voiture qui se décolle lentement de son lit de boue. Marc Roche et Émilie Laurent sont debout au premier rang, serrés l'un contre l'autre, les yeux rivés sur la surface. Le moteur de la grue gronde dans l'air matinal. Les secondes s'étirent comme des heures. À 9h23, le toit de la Peugeot 206 crève la surface. L'eau ruisselle sur la carrosserie couverte d'algues et de vases noirâtres. La voiture continue à émerger lentement, dégoulinante, fantomatique. Elle est remarquablement bien préservée, malgré 11 ans passés sous l'eau. La couleur bleue est encore visible sous la couche de sédiments. Les vitres sont intactes mais opaques, rendues opaques par les dépôts et la condensation. Impossible de voir à l'intérieur. La grue soulève le véhicule complètement hors de l'eau et le fait pivoter lentement vers la berge. Un camion plateforme attend pour le recevoir. Des dizaines de caméras immortalisent chaque instant. Quand la voiture est enfin déposée sur la plateforme du camion, un silence de mort s'abat sur la foule de curieux, de journalistes et de gendarmes rassemblés sur la berge. Tout le monde fixe le véhicule ruisselant, se demandant ce qu'il contient. Émilie porte la main à sa bouche, retenant un sanglot. Le capitaine Roche serre les poings. Le commandant de brigade ordonne à tout le monde de reculer. Seuls les techniciens de la police scientifique et le médecin légiste présent sur place sont autorisés à approcher. Ils enfilent leurs combinaisons blanches, leurs gants, leurs masques. Ils vont ouvrir la voiture. Un technicien s'approche de la portière conducteur avec un outil spécial. Il insère délicatement l'instrument dans le joint de la porte et fait levier doucement. La portière résiste, gonflée par l'eau, puis cède brusquement dans un bruit de succion. Une odeur nauséabonde s'échappe immédiatement. Le technicien recule instinctivement. Le médecin légiste s'avance, éclaire l'intérieur avec une lampe torche puissante. Pendant quelques secondes interminables, il ne dit rien. Puis il se tourne vers le commandant et hoche lentement la tête. Il y a un corps à l'intérieur. Après 11 ans de mystère, Sophie Laurent vient d'être retrouvée. Émilie s'effondre dans les bras du capitaine Roche. Son cri de douleur déchire le silence matinal. Les gendarmes détournent le regard, émus malgré leur habitude des situations tragiques. Les journalistes filment de loin, respectant la distance imposée. Sur les chaînes d'information, les présentateurs annoncent solennellement qu'un corps a été découvert dans le véhicule. L'identité n'est pas encore officiellement confirmée, mais personne ne doute qu'il s'agisse de Sophie Laurent. Jean et Catherine, restés chez eux, reçoivent l'appel du lieutenant Petit. Ils s'effondrent tous les deux. Leur fille est morte. Ils le savaient depuis longtemps, mais maintenant c'est réel, tangible, définitif. Les techniciens commencent l'examen minutieux du véhicule. Ils prennent des centaines de photos sous tous les angles. Ils relèvent chaque détail, chaque élément susceptible de fournir des informations sur ce qui s'est passé. Le corps est encore à l'intérieur, maintenu en place par la ceinture de sécurité. Le médecin légiste effectue un premier examen visuel sans toucher le corps. Il constate que les restes sont relativement bien préservés grâce à l'eau froide et à l'absence d'oxygène au fond du lac. Il pourra effectuer une autopsie complète pour déterminer les causes exactes du décès. Mais déjà, quelque chose l'intrigue. Le médecin légiste appelle le commandant de brigade et lui montre un détail étrange. La ceinture de sécurité du conducteur est bouclée,
mais d'une manière inhabituelle. Au lieu de passer normalement sur le torse et l'abdomen, elle est passée derrière le dos, attachée de façon à faire taire l'alarme sans vraiment maintenir le conducteur. C'est une pratique que certaines personnes adoptent pour éviter le bruit désagréable de l'alarme, tout en ne s'attachant pas réellement. Mais pourquoi Sophie aurait-elle fait ça? Était-elle simplement négligente ce soir-là? Ou quelqu'un d'autre a-t-il manipulé cette ceinture? Le médecin note soigneusement cette observation. Puis c'est le capitaine Roche qui remarque quelque chose. Il s'est approché malgré les consignes, incapable de rester à l'écart. Il observe l'intérieur du véhicule depuis l'extérieur, sans entrer pour ne pas contaminer la scène. Son regard se fixe sur le siège conducteur. Il fronce les sourcils. Quelque chose ne va pas. Il demande au technicien de mesurer la position du siège. Le technicien s'exécute, intrigué. Il prend ses instruments, effectue les mesures, note les résultats. Puis il lève les yeux vers Roche avec une expression troublée. Le siège est reculé au maximum, en butée complète, à la position la plus éloignée possible du volant. Roche sent son cœur s'accélérer. Il demande au commandant s'ils ont les mensurations de Sophie Laurent dans le dossier. Le commandant vérifie sur sa tablette. Sophie mesurait 1,60 m exactement. Petite, menue. Roche se souvient maintenant d'une déposition d'Émilie en 2002. Elle avait mentionné que sa sœur conduisait toujours avec le siège très avancé, ses jambes touchant à peine les pédales. C'était une source de plaisanterie dans la famille. Sophie devait pratiquement coller son nez au volant pour être confortable. Il était physiquement impossible qu'elle conduise avec le siège dans cette position. Ses pieds n'auraient même pas atteint les pédales. Le capitaine Roche partage immédiatement son observation avec le commandant. Les deux hommes se regardent, la même réalisation glaciale traversant leur esprit simultanément. Si Sophie ne pouvait pas conduire avec le siège dans cette position, cela signifie une seule chose. Quelqu'un d'autre était au volant cette nuit-là. Quelqu'un de bien plus grand qu'elle, quelqu'un qui conduisait sa voiture. Ce n'était pas un accident. Sophie n'a pas perdu le contrôle de son véhicule sous la pluie. Elle n'a pas quitté la route toute seule. Quelqu'un l'a tuée et a poussé sa voiture dans le lac. C'est un meurtre. Cette révélation transforme instantanément toute l'enquête. Ce qui était considéré comme un cold case, basé sur une probable disparition accidentelle, devient officiellement une enquête pour homicide. Le commandant contacte immédiatement le procureur de la République. Une enquête criminelle est ouverte dans l'heure. Tous les moyens de la police judiciaire vont être mobilisés. Le véhicule est placé sous scellé et transporté dans un laboratoire spécialisé pour une analyse forensique complète. Les techniciens vont passer chaque centimètre carré au peigne fin, cherchant des empreintes digitales, de l'ADN, n'importe quel indice qui pourrait identifier le meurtrier. L'information selon laquelle la mort de Sophie Laurent est désormais considérée comme un homicide fait l'effet d'une bombe dans les médias. Les journalistes se déchaînent. Tous les anciens articles de 2002 sont ressortis et réanalysés à la lumière de cette nouvelle information. Les forums Internet dédiés aux affaires criminelles explosent d'activité. Des milliers de commentaires sont postés en quelques heures. Les internautes amateurs reprennent toutes les pistes, toutes les théories. Le nom de Julien Brault revient immédiatement sur toutes les lèvres. L'ex-petit ami possessif, le suspect idéal qui n'avait jamais pu être formellement inculpé. Cette fois, pense l'opinion publique, il ne pourra pas s'en sortir. Julien Brault apprend qu'il s'agit d'un meurtre en regardant les informations. Son visage devient livide. Il sait exactement ce qui va se passer maintenant. On va venir le chercher. On va l'interroger à nouveau. On va fouiller toute sa vie une fois de plus. Pendant 11 ans, il a essayé de reconstruire une existence normale malgré les soupçons. Pendant 11 ans, il a clamé son innocence sans que personne ne le croie vraiment. Et maintenant, tout va recommencer, en pire. Il s'assoit sur son canapé, la tête entre les mains. Il n'a rien fait, il le sait. Mais comment le prouver après tant d'années? Effectivement, le lendemain matin, le 16 septembre, 2 inspecteurs de la police judiciaire se présentent au domicile de Julien Brault. Ils lui demandent de les suivre pour un interrogatoire. Julien ne résiste pas. À quoi bon? Ils montent dans leur véhicule sous le regard curieux de ses voisins. Direction le commissariat régional, où une cellule d'enquête spéciale a été constituée. Le capitaine Roche fait partie des consultants invités à participer, bien qu'il soit officiellement retraité. Son expertise sur ce dossier est inestimable. Il va enfin avoir l'occasion de découvrir la vérité qu'il cherche depuis 11 ans. L'interrogatoire de Julien Brault dure 8 heures. Les enquêteurs reprennent tout depuis le début.
Il confronte Julien avec chaque élément du dossier original, puis avec les nouvelles découvertes. Il lui parle du siège conducteur reculé au maximum. Julien mesure 1,85 m. Il correspondrait parfaitement. Il lui demande de prouver où il se trouvait la nuit du 14 novembre 2002. 11 ans après, comment pourrait-il fournir un alibi vérifiable? C'est impossible. Julien répète inlassablement qu'il n'a rien fait, qu'il aimait Sophie, qu'il n'aurait jamais pu lui faire du mal. Mais ces mots sonnent creux face aux preuves matérielles. Les techniciens du laboratoire forensique travaillent jour et nuit sur la Peugeot 206. Ils extraient minutieusement le corps de Sophie et le transfèrent à la morgue pour autopsie. Le médecin légiste effectue un examen complet. Malgré 11 ans passés sous l'eau, il parvient à déterminer que Sophie est morte par noyade. Elle était encore vivante quand la voiture a plongé dans le lac. Cette information est atroce pour sa famille. Sophie a vécu ses derniers instants piégée dans un véhicule qui coulait dans l'obscurité totale, luttant pour sa vie. C'est une mort horrible, terrifiante. Émilie ne peut pas supporter cette image et doit être placée sous médicaments. L'analyse de l'intérieur du véhicule révèle des traces d'ADN sur plusieurs surfaces. Le volant, le levier de vitesse, la portière conducteur. Certaines traces correspondent évidemment à Sophie, c'était sa voiture après tout. Mais les techniciens découvrent également d'autres profils génétiques, des traces partielles, dégradées par le temps et l'eau, mais exploitables. Ils les comparent immédiatement avec l'ADN de Julien Brault, prélevé lors de son interrogatoire. Les résultats tombent après 3 jours d'analyse. Aucune correspondance. L'ADN trouvé dans la voiture n'appartient pas à Julien Brault. Cette révélation bouleverse l'enquête. Si Julien n'était pas dans la voiture, alors qui était le meurtrier? Les enquêteurs élargissent leurs recherches. Ils comparent les profils ADN avec la base de données nationale des criminels connus. Aucune correspondance. Ils commencent à interroger systématiquement toutes les personnes qui connaissaient Sophie, ses collègues de l'hôpital, ses amis, sa famille élargie, les participants à la fête d'anniversaire du 14 novembre. Chacun doit fournir un échantillon d'ADN pour comparaison. C'est une procédure massive qui va prendre des semaines. Mais les enquêteurs sont déterminés à identifier le propriétaire de cet ADN mystérieux. Pendant ce temps, Julien Brault est relâché faute de preuves le liant directement au crime. Mais cette fois, les choses sont différentes. Les analyses ADN l'ont formellement exclu. Le commandant de l'enquête organise une conférence de presse pour annoncer officiellement que Julien Brault n'est plus considéré comme suspect. Après 11 ans de soupçons injustes, son nom est enfin lavé. Julien assiste à la conférence de presse, les yeux rouges, épuisé émotionnellement. Les journalistes le questionnent sur ce qu'il ressent. Il répond simplement qu'il est soulagé, mais que rien ne pourra lui rendre ces 11 années perdues. Il pense aussi à Sophie et espère que son véritable meurtrier sera retrouvé. Le capitaine Marc Roche est frustré. Ils sont si proches de la vérité, mais le coupable leur échappe encore. Il passe des heures à relire tous les témoignages de 2002, cherchant un détail qui aurait pu être négligé. Il établit des chronologies, des cartes, des schémas. Il reconstitue mentalement les dernières heures de Sophie. Elle quitte la fête vers 23h30. Elle envoie son dernier SMS à 23h42. Son téléphone s'éteint peu après. Quelque part dans cet intervalle de temps, elle a croisé son meurtrier. Mais où, comment et surtout qui? Une nouvelle piste émerge lors de l'examen des relevés téléphoniques. Les enquêteurs remarquent quelque chose qu'ils avaient manqué en 2002. Juste avant que le téléphone de Sophie ne s'éteigne définitivement, il y a eu un appel entrant. Un numéro qui n'avait pas retenu l'attention à l'époque, car l'appel n'avait duré que quelques secondes. Les enquêteurs retracent ce numéro. Il appartenait à un téléphone portable désormais inactif, mais les archives de l'opérateur permettent d'identifier son propriétaire en 2002. Thomas Mercier, 29 ans à l'époque, mécanicien au même garage où travaillait Julien Brault, un collègue de l'ex-petite amie de Sophie. Thomas Mercier avait été brièvement interrogé en 2002 comme témoin concernant Julien. Il avait confirmé que son collègue était obsédé par son ex, qu'il parlait constamment d'elle. Les enquêteurs n'avaient rien trouvé de suspect chez Thomas lui-même. Mais ce coup de téléphone change tout. Pourquoi appelait-il Sophie à 23h45 le soir de sa disparition? Les enquêteurs vérifient l'adresse actuelle de Thomas Mercier. Il vit toujours dans la région, à une trentaine de kilomètres de Saint-Martin-du-Lac. Il travaille désormais comme chef d'atelier dans un garage différent.
Il s'est marié en 2005 et a 2 enfants. Une vie apparemment normale. Le 25 septembre 2013, 2 inspecteurs se rendent au garage où travaille Thomas Mercier. Ils lui demandent de les suivre pour répondre à quelques questions concernant l'enquête sur Sophie Laurent. Thomas accepte sans hésitation apparente. Ils montent dans leur véhicule et discutent même aimablement pendant le trajet. Aux enquêteurs, il semble détendu, presque trop détendu. Au commissariat, on le fait entrer dans une salle d'interrogatoire. Le capitaine Roche est présent derrière la vitre sans teint. Il observe attentivement chaque réaction de cet homme qui pourrait être le meurtrier qu'il traque depuis 11 ans. L'interrogatoire commence calmement. On demande à Thomas de se souvenir du 14 novembre 2002. Il réfléchit, affirme que c'était il y a longtemps, qu'il ne se souvient pas précisément de cette soirée. Les enquêteurs lui montrent alors les relevés téléphoniques. Ils lui demandent pourquoi il a appelé Sophie Laurent à 23h45 cette nuit-là. Le visage de Thomas change imperceptiblement. Une tension apparaît dans ses épaules. Il dit qu'il ne se souvient pas. Peut-être était-ce une erreur, un mauvais numéro. Les enquêteurs insistent. C'était son numéro personnel qui a appelé le portable de Sophie. Ce n'était pas une erreur. Thomas Mercier commence à transpirer. Il change de version. Peut-être qu'il voulait lui parler de Julien, lui dire que son ex la harcelait, qu'elle devait faire attention. Mais pourquoi à cette heure tardive? Et comment avait-il son numéro? Thomas balbutie. Ses explications deviennent confuses. Les enquêteurs le pressent de questions. Ils lui parlent de l'ADN trouvé dans la voiture. Ils lui disent qu'ils vont prélever son ADN et le comparer avec les traces retrouvées. Si c'est lui, ils le sauront. Thomas devient pâle. Ses mains tremblent légèrement. Le capitaine Roche, derrière la vitre, sent que quelque chose va se passer. Cet homme va craquer. Après 2 heures d'interrogatoire de plus en plus tendu, Thomas Mercier demande soudain à parler à un avocat. C'est son droit le plus strict et les enquêteurs doivent suspendre l'interrogatoire. Thomas est placé en garde à vue pendant qu'on contacte un avocat commis d'office. Pendant ce temps, les enquêteurs obtiennent un mandat pour prélever son ADN. Un technicien effectue le prélèvement buccal. L'échantillon est envoyé en urgence au laboratoire pour comparaison avec les traces trouvées dans la Peugeot 206. Les résultats prendront 48 heures minimum. 2 jours d'attente insoutenables. Le 27 septembre, les résultats de l'analyse ADN arrivent. Le capitaine Roche est présent dans le bureau du commandant quand l'email du laboratoire s'affiche à l'écran. Ils lisent ensemble le rapport technique, puis leurs regards se croisent. C'est une correspondance positive. L'ADN de Thomas Mercier correspond aux traces retrouvées sur le volant et le levier de vitesse de la voiture de Sophie Laurent. Après 11 ans de mystère, après des centaines d'heures d'enquête, après avoir suspecté la mauvaise personne pendant une décennie, ils tiennent enfin le véritable meurtrier. Thomas Mercier a conduit la voiture de Sophie. Il l'a poussée dans le lac Noir. Il l'a tuée. Thomas Mercier est confronté aux résultats de l'analyse ADN lors d'un nouvel interrogatoire en présence de son avocat. Face à cette preuve irréfutable, il comprend que nier ne sert plus à rien. Après quelques minutes de silence, il commence à parler. Sa voix est monocorde, comme détachée de la réalité. Il raconte ce qui s'est passé la nuit du 14 novembre 2002. Il avait bu ce soir-là, beaucoup. Il était sorti avec des collègues du garage, dont Julien. Julien n'arrêtait pas de parler de Sophie, de son obsession pour elle, de sa frustration de ne pas pouvoir la reconquérir. Thomas écoutait, buvait, et une idée folle germait dans son esprit. Thomas avoue qu'il avait toujours été attiré par Sophie. Il la croisait parfois quand elle venait chercher Julien au garage. Elle était belle, souriante, gentille, il fantasmait sur elle. Ce soir-là, ivre et désinhibé, il a décidé de tenter sa chance. Il connaissait vaguement ses habitudes grâce aux confidences de Julien. Il savait qu'elle assistait à une fête ce soir-là. Il a pris sa voiture et est parti rôder sur la route départementale 108, espérant la croiser. Vers 23h45, il l'a vue. La Peugeot 206 bleue roulait sous la pluie battante. Il l'a suivie. Il l'a appelée sur son portable pendant qu'il roulait derrière elle. Sophie a décroché. Il s'est présenté comme un collègue de Julien qui devait lui transmettre un message urgent. Sophie a ralenti, intriguée. Thomas lui a demandé de s'arrêter sur le bas-côté, prétextant que c'était important et qu'il ne pouvait pas en parler au téléphone. Sophie, peut-être inquiète que Julien ait fait quelque chose de grave, a accepté. Elle s'est garée sur un élargissement de la route près du lac. Thomas s'est arrêté juste derrière elle.
Ils sont sortis de leur véhicule sous la pluie. Et c'est là que tout a basculé. Thomas s'est approché de Sophie et a tenté de l'embrasser. Elle l'a repoussé violemment, choquée et effrayée. Elle a crié qu'il était fou, qu'elle allait appeler la police. Thomas a paniqué. Il ne voulait pas aller en prison pour tentative d'agression. Dans un moment de folie meurtrière, il l'a attrapée et l'a frappée. Sophie est tombée, sonnée. Thomas réalise alors qu'il vient de faire quelque chose d'irréparable. Il doit effacer toute trace. Dans sa logique d'ivrogne paniqué, il décide de faire croire à un accident. Il traîne le corps inconscient de Sophie jusqu'à sa voiture. Il l'installe sur le siège passager. Il monte au volant de la Peugeot 206. Il recule le siège au maximum pour être confortable, lui qui mesure près d'1,90 m. Il attache la ceinture de sécurité de Sophie de façon bizarre, derrière son dos, pour que ça ressemble à une négligence de sa part. Puis il démarre et roule lentement vers un endroit qu'il connaît, un virage serré où la route surplombe directement le lac. Il accélère, braque brutalement et quitte volontairement la route. La voiture plonge dans les eaux noires. Thomas ouvre la portière au dernier moment et s'extrait du véhicule qui coule. Il nage jusqu'à la berge, épuisé et trempé. Sophie, elle, est piégée à l'intérieur. Elle reprend peut-être conscience au moment où l'eau commence à envahir l'habitacle. Thomas remonte jusqu'à sa propre voiture garée plus haut sur la route. Il rentre chez lui, brûle ses vêtements mouillés dans sa cheminée, prend une douche brûlante. Puis il essaie d'oublier ce qu'il vient de faire. Pendant 11 ans, il a vécu avec ce secret. Il a regardé les recherches, les accusations contre Julien, les pleurs de la famille, sans rien dire. Il s'est marié, a eu des enfants, a vécu une vie normale, tandis que Sophie reposait au fond du lac. Il pensait que personne ne découvrirait jamais la vérité, mais il avait commis une erreur. Son ADN était dans la voiture, et la science finit toujours par rattraper les criminels. Quand Thomas termine sa confession, un silence pesant s'abat sur la salle d'interrogatoire. Les enquêteurs sont horrifiés par la banalité du mal qu'ils viennent d'entendre. Un crime impulsif commis par un homme ivre et stupide qui a détruit plusieurs vies pour cacher son geste. Le capitaine Roche, toujours derrière la vitre sans teint, sent les larmes couler sur ses joues. Après 11 ans, il a enfin la vérité. Mais cette vérité est atroce, sordide, déprimante. Il n'y a aucune satisfaction dans cette résolution. Juste une immense tristesse pour Sophie et sa famille, et une colère froide contre cet homme qui les a fait souffrir pendant plus d'une décennie. Thomas Mercier est formellement mis en examen pour meurtre, avec préméditation et destruction de preuves. Son avocat tente de plaider le meurtre non prémédité, l'homicide involontaire, mais les éléments de l'affaire démontrent clairement que Thomas a prémédité la dissimulation du crime. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le procureur annonce qu'il requerra la peine maximale. Les médias se déchaînent à nouveau. L'affaire Sophie Laurent, qui avait captivé la France en 2002, revient en une avec le dénouement tragique. Les journaux titrent sur les 11 ans d'errance, sur Julien Brault injustement accusé, sur le véritable meurtrier qui vivait tranquillement pendant tout ce temps. La famille Laurent est informée des aveux de Thomas Mercier. Jean et Catherine sont anéantis d'apprendre les circonstances atroces de la mort de leur fille. Sophie a été tuée pour rien, par un homme qu'elle connaissait à peine, juste parce qu'elle a refusé ses avances. Elle a vécu ses derniers instants dans la terreur absolue, noyée dans sa propre voiture au fond d'un lac. Cette image va les hanter pour le reste de leur existence. Émilie hurle sa rage et sa douleur. Elle veut que Thomas Mercier souffre autant qu'ils ont souffert. Mais aucune peine de prison ne ramènera sa sœur. Aucune justice ne pourra effacer 11 ans de souffrance. Le procès de Thomas Mercier s'ouvre 6 mois plus tard, en mars 2014. C'est l'un des procès les plus médiatisés de l'année. La salle d'audience est bondée. Les Laurent sont au premier rang, dignes malgré leur douleur. Julien Brault est également présent, fantôme de l'affaire, l'homme injustement accusé pendant une décennie. Le capitaine Marc Roche témoigne longuement sur l'enquête, sur les années passées à chercher la vérité. Sa voix tremble parfois d'émotion. Thomas Mercier, lui, semble brisé. Il a perdu du poids. Ses cheveux ont blanchi. Il présente ses excuses à la famille, mais ses mots sonnent creux. Comment s'excuser d'avoir tué quelqu'un et d'avoir laissé sa famille souffrir pendant 11 ans? Le verdict tombe après 3 semaines de procès. Thomas Mercier est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.
Sa femme demande le divorce immédiatement. Ses enfants devront grandir en sachant que leur père est un meurtrier. Pour Thomas, la vie qu'il connaissait est terminée. Il passera les meilleures années qui lui restent en prison. C'est une justice imparfaite, mais c'est la seule justice possible. Sophie ne reviendra jamais. Mais au moins, son meurtrier paiera pour son crime. L'affaire Sophie Laurent a marqué profondément tous ceux qui l'ont vécu. 11 ans de mystère, de souffrance, de fausses pistes, avant qu'un simple explorateur amateur équipé d'un sonar ne découvre par hasard la voiture au fond du lac Noir. Sans cette découverte fortuite, Sophie serait peut-être restée à jamais disparue, Thomas Mercier aurait continué sa vie tranquillement, et Julien Brault serait resté éternellement suspecté. Le hasard, parfois, est le meilleur enquêteur. Mais il aura fallu 11 longues années avant que le hasard ne frappe à la bonne porte. Le capitaine Marc Roche a pris sa retraite définitive après le procès. Il a enfin pu tourner la page, même si le souvenir de Sophie le hantera toujours. Il a tenu sa promesse à la famille Laurent. Il a découvert la vérité, même si cela a pris beaucoup plus longtemps que prévu. Roche passe désormais son temps à donner des conférences dans les académies de police sur l'importance de ne jamais abandonner une enquête, même après des années. L'affaire Sophie Laurent est devenue un cas d'école dans la formation des enquêteurs. Elle illustre comment une petite erreur du meurtrier peut finalement le trahir des années plus tard. Julien Brault a tenté de reconstruire sa vie après avoir été officiellement blanchi. Mais 11 ans de suspicion ont laissé des cicatrices profondes. Il a changé de ville une nouvelle fois, essayé de repartir à zéro sous un nouveau nom. Les gens ne l'oublient pas facilement. Sur Internet, son nom reste associé à l'affaire malgré son innocence prouvée. Julien a déposé plusieurs plaintes contre des sites qui continuent à le présenter comme suspect, mais le combat est sans fin. Il vit aujourd'hui en solitaire, évitant les relations amoureuses, incapable de faire confiance. Sa vie a été détruite par un crime qu'il n'a pas commis. Il est une victime collatérale de Thomas Mercier. La famille Laurent a pu enfin enterrer Sophie dignement. Ses restes ont été restitués après les analyses forensiques. Des funérailles émouvantes ont été organisées à Saint-Martin-du-Lac. Des centaines de personnes étaient présentes pour dire adieu à cette jeune femme dont la vie a été brutalement interrompue. Catherine et Jean ont fait graver sur sa tombe une inscription simple mais déchirante. Sophie Laurent, 1976-2002, envolée trop tôt. Jamais oubliée. Ils visitent sa tombe chaque semaine, y déposent des fleurs fraîches, lui parlent comme si elle pouvait les entendre. C'est leur façon de garder le lien, de maintenir sa présence dans leur vie quotidienne.